On est le 28 février, donc ça fait 5 jours que la Russie a envahi l'Ukraine. Et tout se passe pas exactement comme Poutine l'avait prévu. Je fais cette vidéo parce que je pense qu'on a un gros problème du côté des Occidentaux où on n'est pas capable de se rendre compte que ça fait 30 ans que nos dirigeants font de la merde. Ça veut pas dire que Poutine est un ange de cœur, sûrement pas. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que je suis pas son avocat et que j'ai aucune sympathie pour lui. Je suis encore moins de l'admiration. Donc je suis pas là pour prendre sa défense ou je sais pas quoi. C'est juste que factuellement, Poutine est à la tête de la Russie. On verra si ça change ou pas. C'est peut-être la période depuis 20 ans où il est le moins stable dans sa position, mais bon, pour l'instant, il est au pouvoir en Russie. Il se trouve que géographiquement, la Russie, c'est à côté de l'Europe, et donc c'est peut-être important, ça peut être utile peut-être, de comprendre comment la personne qui contrôle le plus grand pays géographique du monde et la deuxième ou troisième armée du monde, ça peut peut-être être intéressant de comprendre comment il voit les choses et comprendre son point de vue. Ça pourrait potentiellement éviter, ça aurait pu probablement éviter que ce merdier se produise, et ça pourrait éviter aussi... il s'agirait d'éviter que ça se reproduise à l'avenir. Je vais expliquer ma position, je vais détailler, mais je pense que c'est l'Occident, c'est nos dirigeants, j'ai pas envie de dire nous, c'est pas nous, c'est nos dirigeants, les dirigeants occidentaux qui ont créé le contexte, la situation qui aboutit au merdier actuel. Poutine est responsable de ce qui se passe actuellement en Crimée, mais le contexte qui amène à ce déroulement, à cette conclusion, c'est les Occidentaux qui en sont responsables. C'est eux qui ont posé le cadre et c'est eux qui ont fait plusieurs erreurs. La question sera peut-être de savoir qu'est-ce qui s'est mal passé par rapport à la Russie, pourquoi Poutine est arrivé à une décision aussi criminelle. Et oui, bien sûr, l'élargissement de l'OTAN a été une erreur. Il ne faut pas dire, comme certains, c'est qu'on a bien fait d'élargir l'OTAN parce que ça nous protège contre la Russie. François Mitterrand, Georges Kennan, le père du containment, Kissinger également, avaient mis en garde contre l'élargissement de l'OTAN et ses conséquences sur une crispation de la Russie. Sans doute que si on avait établi des relations différentes avec la Russie, peut-être que Poutine n'aurait pas eu recours à la guerre. Mais même si cet élargissement était une erreur, cela ne vient pas excuser le recours à la guerre par Poutine. When I give this talk, many people in the West think that there's sort of a deep-seated immoral dimension to my position because I'm blaming the West and not Putin, who certainly has authoritarian or thuggish tendencies. There's no question about that. But I actually think that what's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. If there is such a thing as a good guy in this war, it is the brave men and women of Ukraine who are resisting the invasion of their homeland by a foreign power. But like all wars before it, when taken as a whole geopolitical situation, it's one huge grey area with both Russia and the West treating Ukraine like a football, kicking it around between each other. On a ouvert la porte en 2008 sans vraiment faire rentrer l'Ukraine, ce qui l'a mis dans les pires des difficultés. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West because we will ultimately defeat Putin. And of course, the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging that outcome. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. What has happened, of course, is preemptive war, which is under post-Nuremberg law is a criminal war of aggression. There's no way around it. And Russia is guilty, but they were baited, and they took the bait and they pulled the trigger. Est-ce que l'on peut accepter certaines conditions de Poutine au risque de le voir triomphant, ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à combattre en pensant qu'un jour ou l'autre, il va perdre la guerre,
Le problème, c'est que ce sont les Ukrainiens qui seront bien sûr les premiers à souffrir, et peut-être que certains dans le monde occidental sont prêts à se battre jusqu'au dernier des Ukrainiens. Way of using Putin as a scapegoat, a way of therefore not having to look at what the real issues are. Putin is not just simply a bad man. He may well be a bad man, but it's not just that. He emerged from something. There were a whole series of policy missteps that, in a way, I would suggest lost Russia to the West. Je pense que c'est important d'être capable de dire, d'être capable de reconnaître et d'être capable de le dire que l'Occident a fait des erreurs. Ce qui veut pas dire pour autant que Poutine, que Poutine est, comme j'ai dit, c'est sûrement pas un ange de cœur. Lui aussi d'ailleurs a fait des erreurs. Probablement, il a mis le pied dans un truc qui... Ça se passe pas du tout comme il l'avait prévu. On va dire ça comme ça. On va résumer ça comme ça. Soon after the opening strike, the Russian VDV landed troops at Hostomel Airport, just outside of Kyiv. This was seemingly in an effort to create an air bridge, seizing control of the airport to allow planes to bring in more troops who would push out into Kyiv. Without any support, these forces were quickly driven off, but it does imply that Russia did expect a quicker end to the war. Tous les indices montraient qu'il espérait faire une blitzkrieg. Putin, when starting his troops invasion into Ukraine, he was thinking that he will be fighting Ukrainian army. But as a matter of fact, he is fighting the whole of the Ukrainian people right now. I'm seeing people on the streets in eastern towns. They are doing the most Ukrainian thing you can imagine. They go to the main street, to the main square, and protest against the Russians in their city. Est-ce qu'il n'a pas sous-estimé l'épaisseur du patriotisme ukrainien? Je crois que oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. It looks like the propaganda that was aimed for those less educated or gullible people in the Russian society also affected the regime itself. So at some point, I think people who were spreading this propaganda about Ukraine, about the United States, about NATO, about other countries, actually believed in what they were saying. Putin lives in his own world, and what news gets to him and to his head, we don't know about that. He is surrounded now by almost 20 years by yes-sayers and people who are not challenging him. So I don't say that he is crazy. I would never use those words. I think he is rational, but he is rational in his own world. And the world in which Vladimir Putin is rational might not be the real world, and that makes it dangerous. Je vois aussi pas mal de gens à gauche, enfin surtout le spectre politique, en fait, des gens qui sont pas spécialement fans des États-Unis. Donc, comme ils aiment pas les États-Unis et que Poutine fait un truc qui plaît pas aux États-Unis, ils entendent à la télé, enfin ils aiment pas le gouvernement, ils aiment pas Macron, ils aiment pas les États-Unis, donc ils entendent à la télé le gouvernement critiquer Poutine, ils entendent les États-Unis, les officiels, Washington, tout ça, critiquer Poutine. Donc, dans la tête de certains, manifestement, Poutine devient une sorte pas de sauveur, mais de personnage qui on est content, enfin, certains sont contents de voir Poutine mettre le désordre et que l'Occident se fâche, soit pas content, que les dirigeants occidentaux soient pas contents. Ça aussi, c'est de la connerie. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec Macron, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les États-Unis, et il y a beaucoup de choses à dire sur Macron, il y a beaucoup de choses à dire sur les États-Unis, il y a beaucoup de choses à dire de manière générale sur l'Occident, mais c'est pas parce que l'Occident est critiquable, fait des erreurs, fait des conneries, c'est pas pour autant que les gens qui sont pas d'accord avec l'Occident deviennent automatiquement des anges et comme j'ai dit, des anges de cœur. Enfin, des enfants de cœur. Faut arrêter de déconner. Je sais que notre cerveau, quelque part, au cours de l'évolution, a été programmé pour ça, mais il y a vraiment un problème. Les gens ont vraiment, quelque part, un besoin primaire, on dirait, de voir les choses en noir et blanc, en mode binaire. Je m'identifie à un groupe, donc j'aime bien Macron, donc j'aime pas Poutine. J'aime pas Macron, j'aime pas les États-Unis. Donc du coup, si Poutine est en conflit avec eux, je vais me mettre à bien aimer Poutine. Et du coup, je vais chercher à excuser,
le premier groupe va chercher à excuser les conneries de Macron et des États-Unis, va perdre son esprit critique vis-à-vis de ce qu'ils font, et de l'autre côté, le deuxième groupe va perdre tout esprit critique vis-à-vis de Poutine. Ils vont gober ce que dire au Russia Today, toute la propagande du Kremlin, etc. Et c'est... Putain, mais sérieusement. Правда все равно пробьется. Мы сделаем все, чтобы эти преступления против человечности не остались безнаказанными. That is a lie. The authorities in Mariupol say 90% of their city has been damaged or destroyed. This is the shopping center. Il faut être capable... Quand quelqu'un avec qui, globalement, on n'est pas d'accord fait un truc bien, il faut être capable de le dire. Et quand quelqu'un avec qui, globalement, on est d'accord fait une connerie, il faut aussi être capable de le dire. C'est pas parce que je suis pas un fan de la plupart de ce que fait Macron. Il y a beaucoup de choses que fait Macron, je suis pas d'accord. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'aime pas le régime actuel et que j'ai des critiques, ça veut pas dire que je dois perdre mon esprit critique et devenir un fan de Poutine ou je sais pas quoi. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter avec ça. Cette vision binaire des choses, c'est vraiment fatigant en fait. Donc d'après ce que moi j'ai compris de la situation, hein, je suis pas russe, enfin j'ai un grand-père russe, mais bon, bref, j'ai jamais mis les pieds en Russie, mais d'après, enfin je regarde pas mal de conférences, je mettrai pas ce que je suis en train d'expliquer, je mettrai les sources. C'est tout en anglais, je suis navré, mais l'une des raisons de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai pas vraiment vu passer en français, comment dire, cette position, ces idées-là. Et je pense que c'est important pour comprendre ce qui se passe. Donc, voilà, j'essaie d'apporter ma pierre. Mais bref, tout ça pour dire que, d'après ce que j'ai compris, il y a vraiment une obsession chez les dirigeants russes, enfin, russes, puis soviétiques, puis russes. Ils ont une sorte d'obsession qui peut se comprendre parce que, historiquement, en fait, la Russie, c'est vraiment une plaine. Et en l'occurrence, il y a 1000 ans, effectivement, ils ont, enfin, pour reprendre, par rapport aux conneries de Poutine sur le fait que l'Ukraine n'existerait pas, ou je sais pas quoi, oui, il y a 1000 ans, il y a le peuple qui... Enfin, le peuple. Les lointains ancêtres de ce que sont aujourd'hui les Russes étaient à la base plus ou moins autour de l'Ukraine. Mais si tu pars comme ça, les Francs à la base ils viennent d'Allemagne, donc on va pas envahir l'Allemagne parce qu'il y a 1500 ans, nos ancêtres lointains. Bref, c'est complètement stupide. Le gouvernement de Netanyahou a ordonné de nouvelles annexions illégales pas plus tard que le mois dernier, et pour justifier ça, les pro-Netanyahou s'en réfèrent à un livre. Dans la Bible, il y a des preuves historiquement bibliques que ces territoires appartenaient aux Juifs, les premiers Juifs qui sont là, c'est eux. Mais est-ce qu'on peut s'en servir comme cadastre ? Bah pourquoi pas ? Ça vient du Créateur. À la base, donc, c'est un peuple qui s'est installé sur ces plaines. Ils ont réussi à s'adapter au climat et à pousser dehors les autres peuples qui étaient là avant. Il y avait des principautés. Il y avait la principauté de Kiev, c'était la plus importante. Il y en avait une aussi à Novgorod, je sais plus quoi. Et il y avait aussi celle de Moscou. Puis, en gros, ils ont pris les Mongols dans la gueule. C'était vers de 1200, 1300, je sais plus de tête, mais peu importe. C'est vers la fin du Moyen-Âge, ils ont pris les Mongols sur la tête, parce que c'est Gengis Khan et compagnie, le plus grand empire du monde. Forcément, ils sont arrivés jusqu'aux portes de l'Europe. Donc, par définition, ils sont passés sur la Russie. Et ils ont mis un certain temps à se débarrasser des Mongols, les Russes. Allez-vous-en, putain de Mongols de merde! À partir de là, en fait, il y a eu cette obsession de voilà, on est sur une plaine, et si on n'a pas de frontières géographiques, on va se faire... Il y a des nomades, il va y avoir des envahisseurs qui peuvent nous tomber dessus. Et si on n'a pas de frontières pour s'installer et s'ancrer et avoir une barrière concrète, on est à la merci de ce genre d'envahisseurs. When the Russians look at this map, they really hate what they see. Because they see a chunk of territory that cannot be defended. They look at it from the point of view of these red hashes. These are the physical boundaries that you can't drive a tank through, or the Mongolians can't horde through. From the Russian point of view, the only way that they can get security is if they can put permanent massed formations in these corridors, the access points to the Russian heartland.
As Catherine the Great said, the only way that Russia can protect her borders is to expand them. Donc maintenant que le contexte, on va dire, géographique est posé, il se trouve que par la suite, il y a eu Napoléon. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Russie a perdu, et son régime s'est effondré, c'était les tsars à l'époque. Première révolution, puis ensuite Octobre Rouge et les bolcheviks au pouvoir. Ça a eu quelques petites influences sur le cours des affaires dans le pays quand même. Malheureusement, après la première, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, où là c'est Hitler qui... Alors ça veut pas dire que Staline était un ange de cœur, lui non plus. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, il s'était entendu avec Hitler, il pensait pas qu'il allait l'attaquer, il était bien content d'avoir récupéré un bout de la Pologne, envahi les États baltes, il avait aussi bouffé un bout de la Finlande. Donc il était bien content de s'être entendu avec Hitler, puis Hitler lui arrive dessus. Encore une fois, c'est des plaines, du coup et là on arrive à une époque où il y a des tanks, etc., c'est motorisé. Enfin, la Wehrmacht n'était pas forcément très motorisée d'ailleurs, mais bon bref. Depuis les tsars, les soviétiques ont repris les contraintes géographiques de leur pays, et Poutine a repris les contraintes géographiques de l'URSS, enfin de son pays. C'est-à-dire le régime change, mais le pays reste, et la géographie reste la même. Ils ont voulu avancer jusqu'à l'Himalaya, enfin en tout cas l'Asie centrale, descendre dans le Caucase, descendre jusqu'à la mer Noire et avoir la Crimée, avancer jusqu'aux Carpates. Les États baltes, ils ont poussé jusqu'à la Baltique. Donc l'obsession des dirigeants soviétiques russes, c'est d'avancer jusqu'au bout de la plaine et avancer jusqu'à une montagne ou à une mer. À peu près partout. Ça n'explique pas tout dans le comportement de Poutine, il y a aussi des questions d'histoire qui remodèlent à la sauce Asselineau. Bref. Mais concrètement, c'est un point important à comprendre si on veut comprendre Poutine. When the Soviet Union existed, they controlled all 9 of those access points. It was the most secure the Russian ethnicity had ever been in its existence. When the Soviet Union collapsed and we were left with lump Russia, they went from 9 to 1. In 2007, when the Russians invaded Georgia, they went from 1 to 2. In 2014, when they took Crimea, they went from 2 to 3. Last year, with the second Nagorno-Karabakh war, with the new troops that are there, they went from 3 to 4. They're hoping that the situation in Kazakhstan will stabilize to their benefit, which would take them from 4 to 5. And if they can take Ukraine in its entirety, they would go from 5 to 7. There's a method to the madness. Et quand il y aura plus Poutine, il y aura un autre dirigeant qui... Je suis pas devin, je sais pas ce que va devenir leur régime, mais étant donné que ça dure depuis les tsars et les soviétiques avaient la même fixation, la même obsession, que Poutine aussi reprend ça à son compte, il est bien possible que la personne ou les personnes qui soient après lui restent sur la même lecture, la même grille de lecture. Donc c'est un truc, que ça nous plaise ou non, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Ça veut pas dire qu'on doit se laisser faire, je suis pas en train de dire ça. Ce que je pense, la manière dont les Européens doivent réagir, j'en parlerai après. Mais ça, c'est le point de vue des Russes. Enfin, c'est un élément important dans la conduite, enfin, qui dicte les actions des Russes. A sense amongst Russia's own rulers that they themselves are embattled and beleaguered, and they're trying to make Russia into a fortress. Ja tämä on se narratiivi, mitä ne kertoo siellä televisiossa. Ne kertoo, että Venäjä on piiritetty linnake. NATO piirittää Venäjää. Venäjä on jatkuvassa sodassa Naton kanssa. Vihollinen on porteilla. Mutta tämä kuva näytetään heille venäläisille. Ja tämä näet, mitä Amerikka tuolta ilmastakin, avaruudestakin piirittää meitä. One of the deeply disturbing and distressing things at the moment is the extent to which I genuinely feel that the people who are making strategic decisions for Russia consider themselves to be at war with the West, and I mean a war they feel the West started. Je suis un ami de Sarah Connor. Reagan avait fait une promesse à Gorbatchev que l'OTAN n'avancerait pas vers l'Est. And in February of 1990, in a series of meetings, US and West German leaders very openly said that if the Soviet leadership consented to German reunification and reunified Germany remaining in NATO,
then NATO would not expand 1 inch to the east. Logs of those conversations have since been declassified, and they show what Soviet politicians were told by Western leaders like German Chancellor Helmut Kohl. NATO Secretary General Manfred Wörner, and the famous words by US Secretary of State James Baker, not 1 inch to the east. On en revient à ce que je disais sur l'obsession un peu sécuritaire vis-à-vis de leur géographie, l'obsession des Russes vis-à-vis de leur géographie. Ils n'avaient pas envie de voir avancer vers leurs frontières ce qu'ils considéraient comme leur ennemi. La guerre froide a duré 40 ans, ça a vraiment... comment dire... On peut pas reprocher aux Russes d'avoir eu des œillères vis-à-vis des États-Unis, même après la guerre froide, puisque les États-Unis ont continué à avoir des œillères contre les Russes. The really bad thing is that during the Cold War, which lasted 40 years, we created many things that we can't get out of our heads or out of our policies anymore. On arrive en 91, c'est la fin l'Union soviétique s'effondre. L'URSS, c'est dans le nom, hein, c'est Union des républiques socialistes, je sais pas quoi. C'était un ensemble, c'était pas un gros bloc, c'était une fédération, un peu comme les États-Unis ou comme l'Europe, l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs entités indépendantes à l'intérieur. Parce que Boris Yeltsin voulait se débarrasser de Gorbatchev, c'était un moyen de... Il s'est entendu avec le président de l'Ukraine et de la Biélorussie, donc Yeltsin, c'était président de la Fédération de Russie, pardon. Donc l'URSS s'arrête, et comme ça a été composé de un ensemble de nations, chaque nation part dans son coin. Éclatement de l'URSS. Donc Reagan promet à Gorbatchev qu'il s'engage, qu'il n'y aura pas d'élargissement vers l'Est. Bush senior qui avait respecté le truc. Pendant son premier mandat, Clinton aussi respecte le truc, mais bon, il décide de faire l'élargissement. Enfin, les États-Unis décident de faire l'élargissement. Bon, comme en gros, ce que disent les États-Unis, l'OTAN suit. Du coup, c'est comme ça que ça se passe. Les Russes sont pas très contents, mais leur pays, leur économie, ils sont en plein milieu d'une crise économique. Ils arrivent plus à payer leurs soldats. Leurs navires sont en train de rouiller dans les ports. Ils sont vraiment dans les choux, donc ils peuvent rien faire. Donc ils sont pas du tout contents, mais ils peuvent rien faire. Donc ça se passe. Ils peuvent pas l'empêcher, donc ça se passe. We missed another historic opportunity by essentially treating the Russians as if their concerns were not totally irrelevant, but ultimately not determining. I mean, Gorbachev had been told that NATO would not expand eastwards. His mistake was never to get that in writing, and that's something that we've often said. Well, for the Russians, I mean, you often find this in business, for example. They view a handshake as being a contract. So from their point of view, they were told something, and we now say, why you didn't get it in writing? So they think, well, from the beginning, we were being lied to. I believe it's a mistake. It's a bad mistake. И меня не убедят заявления, декларации самого такого респектабельного характера относительно того, что России нечего беспокоить. And I'm not persuaded by the assurances that we hear that Russia has nothing to worry about. Нельзя унижать народ, нацию, и нельзя рассчитывать, что это так пройдет все. You may not humiliate a nation, a people, and think that it'll have no consequences. On avance dans le temps, on arrive avec la crise au Kosovo en 98-99, je crois. Alors, c'est plus flou que ce qui s'est passé en Irak, parce que là, il y avait effectivement, Milosevic qui est reparti pour un tour à faire ses saloperies. Donc, je vais pas dire, je condamne l'action de l'OTAN, ou je sais pas quoi, c'était pas bien. Donc les Russes, là aussi, sont pas du tout contents de voir leur allié se faire bombarder. Et, mais encore une fois, là, ils peuvent rien faire. Et puis, c'est une chose de bombarder la Serbie, d'arrêter les saloperies de Milosevic. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, s'interposer pour arrêter des crimes de guerre contre les populations civiles, c'est une chose. Mais par contre, partitionner le Kosovo de la Serbie alors qu'il faisait partie de la Serbie depuis plusieurs siècles, eh bien ça, en fait, tout simplement, c'était une violation du droit international.
Alors, on peut tourner le truc comme on veut, etc. C'était la Serbie est une nation souveraine, et aux yeux des Serbes, aux yeux des Russes, et aux yeux de pas mal d'autres pays, à commencer par la Chine, c'était une violation du droit international. Donc là, encore une fois, qu'est-ce que la Russie pouvait faire? Rien. Ils n'ont pas les moyens de s'interposer, ils n'ont pas les moyens de faire pression, ils peuvent rien faire, donc ça se passe. Yeltsin was very angry. He made a speech. He said, and of course this is very Yeltsin-like, he said, "We're not Haiti. You can't treat us like Haiti. We're a great country. We have a great past, and Russia will come back. Russia will come back. I'll be back." He was really, really angered. Didn't say the politically correct thing, but he spoke his mind. Depuis la chute de l'URSS, il y avait personne en face. Les États-Unis le monde était devenu unipolaire. Et là, en fait, il y a eu des grands discours sur la fin de l'histoire, comme quoi l'Occident a gagné, c'est le modèle occidental. Déjà, le modèle occidental, c'est absolument pas la perfection incarnée. La vidéo serait beaucoup trop longue si je rentre là-dedans, et en plus, de toute façon, ça fait des années littéralement que je prépare un documentaire, donc je vais pas vous faire de tête j'ai écrit un script depuis des années, donc je vais pas le faire de tête, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le régime occidental, le système dans lequel on fonctionne. Je sais plus si les trucs de Tchétchénie c'était avant ou après qu'il devienne président. Pour les présidentielles de ce week-end, très peu de Russes devraient se déplacer puisque les élections sont jouées d'avance et il faut au moins 50% de votants pour que l'élection soit valide. Du coup, Vladimir Poutine a appelé les Russes au civisme en direct. Je vais être élu, sauf si 0 électeur va voter. Donc, je vous conseille de vous déplacer pour voter. Pour moi. Je vous laisse. J'ai du Tchétchène à débiter. Bon, Poutine déjà se fait connaître pour certains manques de modération dans la manière dont il gère ses opposants, qu'ils soient en politique intérieure ou opposants par les armes. Je reçois Vladimir Poutine. Alors d'abord, comment va Boris Yeltsin, que vous avez remplacé à la tête de la Russie? Ça m'est égal. Oui, bon, parlons de la guerre en Tchétchénie. On dit que l'armée russe viole, pille, tue des civils. Je sais. Vous savez, en Tchétchénie, si on veut s'amuser un peu, il ne faut pas trop compter sur les boîtes de nuit. Oui, mais je veux dire, c'est pas bien. Bon, les goûts et les couleurs. Mais enfin, tuer des femmes et des enfants, c'est quand même... Ça détend. Quand on a passé une journée à tuer des terroristes, il faut bien décompresser. Mais enfin, vous assumez, quoi. Cette guerre, c'est vous qui l'avez voulu, ou vous êtes responsable un peu? Oui. Puis on arrive en 2003, avec les conneries des États-Unis en Irak. L'invasion complètement illégale de l'Irak par les États-Unis. À l'époque, ils essayent d'abord de convaincre l'ONU et comment dire, ils arrivent avec des preuves. Il y a des scènes de Colin Powell en train de montrer ses preuves. Après, on va se demander pourquoi les gens font plus confiance aux élites. Enfin, bref. Je digresse. Tout ça pour dire que ça se passe pas du tout comme Bush et compagnie, Rumsfeld et Dick Cheney l'imaginaient à l'ONU. Ça bloque. Donc ils essayent de passer quand même, mais au final Chirac dit si vous présentez le truc, si vous demandez un vote là-dessus, sur l'autorisation, une résolution pour aller envahir l'Irak, si vous faites ça, on mettra notre veto. Et les Allemands aussi étaient pas d'accord. Donc il faut rendre aux Français, aux Allemands, ils se sont opposés, on s'est opposé à la guerre en Irak. Nous n'excluons pas la possibilité qu'un jour, il faille recourir à la force, si les rapports des inspecteurs concluaient à l'impossibilité pour les inspections de se poursuivre. Un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. L'autorité de notre action repose aujourd'hui sur l'unité de la communauté internationale.
Une intervention militaire prématurée remettrait en cause cette unité, ce qui lui enlèverait sa légitimité et dans la durée, son efficacité. Par rapport à ce qui est en train de se passer en Ukraine, oui, c'est une guerre complètement illégale, qui est en violation du droit international. C'est une saloperie. Exactement de la même manière que les États-Unis, c'était une guerre illégale. Ils ont envahi l'Irak sans résolution de l'ONU. C'était en violation du droit international. C'est exactement ce qui se passe en Ukraine. C'est la symétrie de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en 2003 en Irak. Vous entendez quand même certaines voix qui voudraient l'amener devant la Cour pénale internationale. Poutine est un dirigeant politique, donc comme tout dirigeant politique, il est responsable de ses actes. Cela dit, dans la salle d'attente de la Cour pénale internationale, moi je pense qu'il y a George Bush. Enfin, j'espère qu'il y aura George Bush, ou en tout cas qu'il n'y aura pas un juge américain dans la Cour pénale internationale. Vous savez que vos propos vont beaucoup faire réagir. C'est-à-dire c'est une forme de parallélisme, de mettre sur le même plan ce qui s'est passé avec une forme d'invasion américaine en Irak et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Écoutez, posez la question aux Irakiens. Quand c'est les États-Unis qui le font, c'est le camp du bien, donc ça va, c'est bon, c'est ok. Et quand c'est la Russie, c'est les grands méchants, donc c'est pas bien, il faut pas. Double standard, putain. Le recours à la guerre illégale, lorsque ce n'est pas de la légitime défense, lorsqu'il n'y a pas un feu vert de l'ONU, doit être combattu. On ne doit pas être d'accord dans certains cas et en désaccord dans d'autres. Si l'on veut que les valeurs universelles soient respectées, il faut être cohérent, à la fois dans leur demande de respect et dans la dénonciation de leur violation. Et ne pas avoir un universalisme à éclipse. Ne pas avoir une morale hémiplégique, mais être cohérent et appliquer les mêmes critères, quels que soient les protagonistes. Il est parfaitement normal de critiquer ce que Poutine fait aujourd'hui en Ukraine, mais où étaient les condamnations internationales, où étaient les demandes de sanctions, où étaient les sanctions concrètes prises contre les États-Unis en 2003 ? Pour lutter contre la guerre, il faut dénoncer les mauvaises foi des deux côtés. Que Poutine soit effectivement un type qui aujourd'hui s'est convaincu que l'usage de la force contre les Occidentaux est le seul moyen de faire valoir son point de vue, c'est une évidence. Mais que tu aies en face de ça des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont eux-mêmes fait. Un usage de la force serait si lourd de conséquences pour les hommes, pour la région et pour la stabilité internationale qu'il ne saurait être envisagé qu'en dernière extrémité. En quoi la nature et l'ampleur de la menace justifient-elles le recours immédiat à la force? Comment faire en sorte que les risques considérables d'une telle intervention puissent être réellement maîtrisés? You killed a million people in Iraq. That is a separate... You killed a million people in Iraq. And 2 million of us on the streets of London told you so at the time. Vous savez que vos propos vont beaucoup faire réagir. C'est-à-dire c'est une forme de parallélisme. Killed a million... Donc oui, je sais, il venait de se faire attaquer par... par Al-Qaïda, World Trade Center, machin, tout ça. Oui, d'accord. 3000 morts. Oui, d'accord, c'est le plus... Ça les avait secoués, c'était l'attaque militaire la plus grave depuis la guerre civile, plus de 100 ans avant. Oui, d'accord, concrètement, tout ça, oui, d'accord. Mais il n'empêche que Saddam Hussein n'avait rien à voir là-dedans. Le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Bagdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. Donc leur credo, c'est qu'en fait, c'était pas pour le pétrole, contrairement à ce que tout le monde pensait, enfin beaucoup de gens pensaient, dont on m'avait à peu près convaincu. C'était pas pour le pétrole, c'était dans leur tête, ils s'imaginaient que la raison du terrorisme musulman, c'est qu'il y avait des tyrans dans les pays musulmans et que donc si on renversait les tyrans dans les pays musulmans et qu'on mettait à la place démocratie, ça allait régler le problème du terrorisme. Ces gros malins ont créé Daesh. Je suis pas en train de dire que le Daesh c'est un complot de la CIA ou je sais pas quoi. Enfin, je me méfie. Hein. Quand je dis ils ont créé Daesh, c'est pas volontaire. Ils sont tellement mauvais, ils sont tellement incompétents, ils sont tellement cons en fait, qu'ils ont créé un ennemi pire que ils se sont créés un ennemi pire qu'Al-Qaïda. Ouais, bon voilà. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. Mais n'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face. Cela sera long et difficile, car il faudra
préserver l'unité de l'Irak, rétablir de manière durable la stabilité dans un pays et une région durement affectés par l'intrusion de la force. Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable, car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Je précise juste pour info, parenthèse, les Russes, ils ont plusieurs, entre 10 et 20 millions de musulmans, donc ils ont un petit souci à surveiller de ce côté-là, du côté de l'islamisme, les Russes, et donc ils sont pas forcément super heureux de voir les États-Unis aller faire les crétins en Irak et au final créer Daesh. Hein, c'est pas juste une question de principe, de respect du droit international ou je sais pas quoi. Oui, ça compte, mais il y a aussi les conséquences concrètes. Les États-Unis et l'Occident en général fait de la merde. Ça fait 30 ans que globalement on fait de la merde. L'Afghanistan, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'Afghanistan, c'était une guerre très différente de l'Irak. Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur l'Afghanistan, mais c'était une guerre qui avait rien à voir avec l'Irak. Et je pense que c'était une bonne chose d'essayer d'aider les Afghans. Le problème, c'est que, encore une fois, ils s'y sont pris comme des pieds parce que ils ont mis plusieurs années avant de commencer à réfléchir quelle stratégie ils allaient faire au niveau de la construction d'un État ou je sais pas quoi. Ils ont mis littéralement 4 ou 5 ans avant d'envisager que peut-être faudrait créer une armée afghane. Après avoir foutu la merde. Enfin bref, donc les États-Unis ont fait n'importe quoi en Afghanistan, mais ça veut pas dire, ils ont une stratégie complètement stupide. Les États-Unis, quoi. Voilà, au bout d'un moment, ça devient un thème récurrent. Ils sont juste complètement incompétents. And of course, the Ukraine crisis is just one of many messes that we've made. As you know, we have the Midas touch in reverse. There's nothing that we do that doesn't go south. Afghanistan, Iraq, Libya, Ukraine, I could go on. J'ai décidé de couper cette vidéo en deux parce qu'elle est déjà trop longue. Dans la deuxième partie, on reprendra à partir de 2007 avec le discours de Poutine à Munich. Ce discours marque un tournant, et plus on avancera dans le temps, plus la Russie va récupérer sa capacité à dicter son point de vue, et plus la Russie va pouvoir faire valoir son point de vue, quelque part, plus la situation va se dégrader, puisque l'Occident fonctionnait avec une vision unipolaire, donc il n'est pas censé avoir quelqu'un d'autre qui peut imposer son point de vue. Et on va avoir une situation qui va se dégrader, et ça culminera avec l'invasion de l'Ukraine.